Cette organisation mondiale, mal connue de tous, a déjà fait des ravages dans plusieurs pays. Pourtant, des milliers de personnes ont déjà essayé de la combattre, mais sa force est devenue si grande qu'ils sont tous tombés. Aujourd'hui, elle s'attaque à l'Union européenne et elle risque de s'introduire dans la vie de n'importe quel d'entre nous. Voici donc quelques informations sur cette organisation. Un OGM, c'est un organisme vivant sur lequel le génome a été modifié de façon artificielle, extérieure. Alors, on peut faire toutes sortes de choses en intervenant sur le génome de la plante ou même de l'animal. Certaines plantes, on peut faire en sorte qu'elles produisent elles-mêmes une forme d'insecticide. On peut aussi faire en sorte qu'elles résistent à des herbicides. On peut retarder leur mûrissement. Et sur les animaux, il y a encore des expériences un peu secrètes actuellement, mais qui sont assez terrifiantes, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que même un gène végétal, on peut le mettre sur un animal, voire inversement. Un objectif, c'est soi-disant de permettre de se débarrasser de la faim dans le monde, mais l'objectif, ça ne fonctionnera certainement pas comme ça. Est-ce que tu es pour ou contre les OGM là, à leur arrivée en France ? Plutôt contre. En même temps, on n'en connaît pas trop les risques. Les avantages, en fait, c'est surtout pour faire davantage de bénéfices, etc. Donc ça ne profite pas aux consommateurs, mais plutôt ceux qui sont en amont de la chaîne. Et on s'aperçoit que, notamment, elles ont migré, que par le phénomène de transport des pollens dans l'air, et bien maintenant une bonne partie du Mexique est touchée, et une partie du Canada aussi. Donc on voit bien que les migrations des plantes, des plantes OGM, n'est absolument pas contrôlable. Cette dispersion dans la nature d'éléments de plantes transformées génétiquement pose problème, parce qu'après, qui ne dit pas d'abord que cette prolifération non contrôlée, et puis on peut craindre des mutations elles-mêmes, des transferts de gènes entre ces plantes OGM et des plantes sauvages. Donc là, on ne sait plus où on va, quoi. C'est-à-dire que là, c'est la nature qui se trouve profondément modifiée et sans retour arrière possible. Donc la Commission européenne, qui n'est pas élue, qui n'a pas de représentants élus, simplement des personnes désignées par les États, avait décidé récemment de lever le moratoire, c'est-à-dire d'autoriser l'entrée d'un produit OGM, d'un maïs transgénique en France, enfin sur le territoire européen. Les OGM ont également un rôle important dans la recherche médicale. En effet, on peut modifier génétiquement la plante afin qu'elle fabrique des produits pharmaceutiques comme des hormones de croissance, de l'avidine, de la protéinine. Cependant, entre une plante modifiée génétiquement pour produire un insecticide et une plante modifiée génétiquement pour produire un produit pharmaceutique, il n'y a pas de différence fondamentale. Ainsi, la contamination entre un champ conventionnel et un champ pharmaceutique modifié génétiquement s'est déjà produite aux États-Unis. À Caen, du maïs à 1% de vaccin, du soja à 0,8% d'agents coagulants ou de l'huile de colza à 0,5% d'huile industrielle. Une seule erreur et vous ne mangez plus des cornflakes mais les médicaments de quelqu'un d'autre. La principale justification des plantes OGM pharmaceutiques est de baisser les coûts de production des médicaments. Mais cela signifie-t-il que le prix de vente baissera ? L'avidine, produite à partir de maïs, fut vendue le même prix ou plus cher que l'avidine produite en laboratoire à partir d'œufs, alors que les coûts de production étaient nettement plus bas. L'agriculteur et le consommateur n'ont donc rien gagné.
gendarmes de Saint-Tropez, par exemple, les syndicats de police ne tentent pas de faire interdire le film, au prétexte que Louis de Funès fait des grimaces en uniforme, quoi. Vous faites un petit peu de texte, bonjour, oui, mais ils sont en train de le faire là. Action. Coupez. Coupez. Au niveau de l'image, là. Habituellement, je fais du documentaire. Alors, du documentaire, je dirais, on a l'habitude maintenant que ce soit assez procédurier, quoi. Je veux dire, il faut faire très attention à ce que les personnages ne puissent pas s'estimer floués et qu'ils ne décident pas de porter plainte, parce que c'est devenu très très courant. Mais là, on était dans le domaine de la fiction a priori, c'est-à-dire que bon, il paraît que la plus grande liberté existe dans ce domaine-là. Et la différence de ce que je pensais, non. Dans ce domaine-là, c'est comme dans les autres domaines, c'est exactement pareil. Toutes les fictions, je veux dire, partent de réalité. Personne n'invente, mis à part les gens qui font de la science-fiction, et même là encore, ils n'inventent pas totalement. Ils se basent sur le fait qu'il y ait des fusées qui existent et qu'il y a des planètes dans le ciel, quoi. Mais je sais pas, le gendarme de Saint-Tropez, par exemple, on va pas reprocher... je veux dire, les syndicats de police ne tentent pas de faire interdire le film, au prétexte que Louis de Funès fait des grimaces en uniforme, quoi. Enfin, avant, ça paraît normal, ça. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Enfin, ceci dit, là maintenant, l'affaire Mona Lisier, c'est un petit peu arrangé dans la mesure où la nouvelle direction de la région considère que la liberté d'expression est au-dessus de l'intérêt des lobbies. Bon. Ça a été dit, ça a été écrit, donc c'est bien. Mais on a échappé de peu à autre chose, quoi. Cette autre chose, là, il n'est pas loin, ça peut se produire du jour au lendemain, c'est très facile. Je pense que mon film n'implique pas des réactions violentes comme ça. Je dirais, j'ai vu quand même sur les projections que j'ai fait un certain nombre d'éleveurs, et bon, j'ai parlé avec eux, et donc en fait c'est possible de parler avec eux. La plupart d'entre eux m'ont fait des réflexions du genre, au moins votre film a le mérite d'ouvrir le débat. Bon, c'est pas grand chose, mais même s'ils n'appréciaient pas le film plus que ça, ils disaient qu'en fait, bon, c'était bien parce que ça permettait d'en parler, quoi. D'un autre côté, j'en ai vu certains me dire, avant c'était comme ça, mais plus maintenant. Donc en fait, pourquoi vous montrez ça maintenant alors que maintenant c'est plus comme ça? Ou d'autres me dire, écoutez, c'est pas ici que ça se passe, hein. Ici il n'y a pas des choses comme ça, c'est dans le sud Finistère que ça se passe. Ici dans le nord Finistère, c'est pas comme ça, on n'est pas comme ça nous. Enfin bref, donc j'ai eu l'occasion quand même de voir un certain nombre d'éleveurs, industriels, et de parler avec eux. Non, les réactions, je pense que c'est plutôt... je ne connais pas les gens qui nous ont agressés, mais je pense que c'est plutôt des jeunes qui ont une envie de jouer les justiciers. C'est-à-dire, ils veulent réparer les torts qu'ils ont lus dans le journal. Ils ont lu qu'il y a eu du tort causé par moi à la dignité des familles d'agriculteurs, donc ils ont décidé quelque part de venger cet honneur. Enfin, moi j'explique ça comme ça. Ces gens-là, c'est à côté de chez eux que l'usine s'installe. Donc ils ont fatalement un son de cloche qui les regarde eux. Moi, j'ai fait mon film parce qu'autour de chez moi, il se passe des trucs. Bon, je fais et eux, ils font parce qu'on est concernés. Il y a énormément de gens qui ne se sentent pas concernés, ça se passe loin de chez eux. Ils disent, bah ouais, dans les campagnes, c'est comme ça. Ça ne nous regarde pas, nous en ville, de toute façon, c'est pas notre problème. Est-ce que c'est pas leur problème? J'en suis moins sûr. Faut qu'on commence. Il faudrait arracher tous les petits sapins là. Claude trouve ça très bien. C'est vrai? Ouais. Là on va les laisser là. Dès que les tonnes seront prêtes, on va faire venir les acteurs, qu'on puisse commencer. Le film, c'est quand même un film artistique, c'est un film avec des acteurs qui demanderaient à être jugés en fait sur ce qu'il contient d'ailleurs, sur ce qu'il contient. Mais en fait, le film n'est pas jugé sur ce qu'il contient, il est uniquement jugé par rapport à la polémique qui est créée, mais qui n'a pas été créée par moi. Et justement, des acteurs, dans les acteurs qu'il y a dans ce film-là, il y a des acteurs quand même relativement connus, puisqu'il y a des gens qu'on a pu voir dans Taxi ou dans des films pas toujours polémiques. Comment est-ce qu'eux, ils perçoivent cette polémique-là? Qu'est-ce que ça leur fait de se retrouver dans un film polémique? Bon, disons que c'est assez simple, aussi bien Bernard Farcy que Clémentine Sélarié, je veux dire, ils sont venus travailler gratuitement sur le film, malgré qu'ils aient eu vraiment énormément de chats à fouetter, parce que le scénario leur a plu. Ils ont senti derrière le scénario quelque chose de fort et ils avaient envie de travailler là-dessus, quoi. Ils avaient vraiment envie, parce qu'ils considéraient que c'était un film important. Clémentine Sélarié ne fait jamais de court-métrage, jamais.
Bernard Farcy, il en a fait 2 ou 3 ou 4. Enfin bon, c'est marginal dans ce qu'il fait. Le projet a été diffusé sur Canal+, c'est pour ça qu'il était fait à la base, pour aller sur cette chaîne-là. Donc en fait, il n'avait pas d'autres chaînes où il aurait dû être diffusé, il n'y a pas d'endroit où il a été interdit. C'est plutôt dans les salles de cinéma, localement, que j'ai eu des problèmes pendant les élections, où bon là franchement, ça a été très difficile, sorti du cadre associatif, de projeter le film. On voit partout là maintenant sur les plages des traces de tracteurs et de camions qui viennent racler le sable pour faire croire qu'en fait c'est propre, pour faire croire qu'en fait il n'y a pas de merde arrivée sur les plages. On enlève et voilà, l'affaire est entendue. Il y a 2 sortes de spectateurs en fait. Il y a le spectateur normal qui voit dans Mona Lisier un film normal, voire intéressant, mais en tout cas qui lui ne comprend pas pourquoi il y a toutes ces histoires autour du film, toutes ces polémiques. Et bon, moi aussi je me suis posé la question, pourquoi autant de polémiques? Qu'est-ce qu'il y a dans le film qui déclenche autant de réactions? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui déclenche les réactions, c'est l'imaginaire du spectateur. Parce qu'en fait, les gens qui se plaignent du film voient dans le film beaucoup plus de choses que j'y ai mis moi. Parce que c'est ça, le cinéma, ça fait appel à l'imagination, donc ça suggère quoi. Et mon film suggère. Après, c'est l'imagination du spectateur et ses connaissances qui font le reste. Donc plus un individu est au courant de ce qui se passe vraiment, plus il voit de choses à l'arrière-plan du film. Et donc en fait, les gens qui me font des procès en fonction de ce que eux savent de la réalité. Pas tant en fonction de ce que moi je montre, mais en fonction de ce qu'eux connaissent. Et je crois que c'est important pour bien comprendre ce qui se passe, quoi. Les gens qui gueulent, ils ont beaucoup plus à cacher que le film ne montre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu l'idée de ce championnat de capsules? Eh bien, c'est parce qu'on s'était retrouvés il y a déjà une vingtaine d'années à faire ça assez tard le soir. Et puis, en discutant cette année beaucoup plus tôt, on a décidé donc d'essayer de recréer cette académie donc de la capsule. Et puis, l'année dernière, on a eu un très bon écho. Beaucoup de gens nous ont aidés à organiser ça et puis devant le succès, on a décidé de reconduire une nouvelle édition pour 2004. D'accord. Parce qu'il fait beau en plus, on avait peur qu'il pleuve et finalement... Et est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu es juge, je crois, est-ce que tu peux nous expliquer les règles du jeu, si elles sont strictes ou pas? Alors elles sont strictes heureusement parce que là les gens essayent toujours de tricher un peu, c'est dans la nature des gens, donc les gens sont d'abord pesés, fouillés, on vérifie leurs chaussures, tout ça aussi pour que ce soit clair pour tout le monde et puis ensuite les règles, il suffit d'arriver le premier, de traverser tous les embûches. Il ne faut pas sortir de la piste bien sûr parce que ça peut être fatal, il faut attendre un tour.
Il y a plein de petits pièges assez subtils. Cette année, c'est un parcours plutôt difficile, plutôt technique. Je pense que... C'est pour les professionnels, quoi. Je pense que c'est plaisant pour les amateurs avertis, je dirais. Alors, bonjour Madeleine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta fonction aujourd'hui? Parce que je vois que tu es commissaire de piste. Alors, en quoi ça consiste? Alors, commissaire de piste, c'est un métier très sérieux. Parce que vous voyez, quand les concurrents s'avachissent sur la piste et qui détruisent tout, pas qu'ils détruisent, hein, on dit, qu'ils détruisent, on doit, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration. On doit balayer afin que le concurrent suivant ne soit pas gêné par les bêtises que le précédent a fait. Vous comprenez? Oui. Et tu prends ça très au sérieux? Pas du tout. Si, depuis que son fils a perdu tout énervé. Allez Josette! Bravo Josette! Bravo Josette! Bravo Josette! Le balai! Le balai! Le balai! Je suis à venir. Où il faut que je fasse? Non, là-bas. Ici, là. Les derniers. Joli. Excuse-moi, je voulais savoir ta position là. Bah là en fait je suis deuxième pour l'instant mais j'ai géré le coup de la Gold en fait. J'étais le premier à tester ça je sais pas si, donc je suis le premier du tournoi à tester ça. Donc dans la montée j'ai mis ma capsule dans le sens de l'accroche point de vue du sol. Donc le sol est là, l'accroche est là, alors que tout le monde fait ça. Dans la descente ça tombe forcément. Tu peux même faire un gros plan sur la descente parce que tu vois la capsule mise dans ce sens là descend sur la descente. Quand tu chopes le haut, ah merde ça redescend. Moi j'ai fait le coup de la Gold, j'ai mis dans ce sens là, je suis monté, je suis levé à foncer là. Donc ma Gold a accroché le sable, donc je suis bien placé je pense pour viser une place décisive quoi, pour le reste de la journée. Quoi. Et ton entraînement ça a été quoi alors? Mon entraînement est basé... coupé quoi. Bon coupé. Non, fais pas ça. Là, c'est risqué parce que sinon... Ouais! Qualifié! Of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness. Cause I know you're there till I'm leaving, and there ain't no need for no grieving, and no time for no regrets neither. See it, do it, love it, don't leave it, carry it around with you in little pieces.
pieces. Your soul releases when chilling with your peeps and sharing your theory of the universe thesis that you didn't do for no class. At least that's not specifically asked. You gotta tell them like Jesus. It's all for the kingdom of God, in which we're just humble subjects regardless of features. Various different conjurings of creatures, and all of us to that life live the leaders. Love the eloquence of a concept proceeded only by a concept conceived. Love the eloquence of a concept proceeded only by a concept conceived. We're pulling from the darkness of the netherworld, girl. I see ya, believe ya, and your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness. Cause I know you're there till I'm leaving. Inhale the air, hold the stream of thought. Inhale the air, hold the stream of thought. Inhale the air, hold the stream of thought. Behold the stream of thought trickling through the matter from within it, coming out. Let the silence speak, hear and follow the route. Tap in and let the pen and paper take the journey without you. All is everything when walking through this track with a style. Glimpses of the moment floating, sitting, catch it a while. Spanning, growing, knowing when you're grasping the now. Focus not on if I'm going slower, faster than thou. And trapped in the powerful capsule of actual sound. After the sound, I found you drastically chase after the vows. Capture profoundly, accurately while he's handing it down. Standing astounded as I see the questions, answers leap out. Peep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Peep out a green upon the grass will screening naturally now. Encompassing everything, dwelling in it that it surrounds. Elusive as the wind, but never really absent somehow. Cause we're pulling from the darkness of the netherworld, girl. I see ya, believe ya, and your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without you're there till I'm leaving. Pulling from the darkness of the netherworld, girl. I see ya, believe ya, and your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness. Cause I know you're there till I'm leaving. Je suis là pour représenter le Cinéma Nova, qui est un projet très particulier. Je crois que le présenter, je le présente en deux mots. C'est un cinéma qui propose de vivre le cinéma différemment. Donc c'est une initiative qui a émergé en 1996 et son ouverture c'était en janvier 1997, donc maintenant il y a 7 ans. Le principe à la base du Nova, c'était de présenter un cinéma qui n'avait plus lieu d'être à Bruxelles suite à la fermeture de toutes les petites salles art et essai et le fait que le réseau art et essai à Bruxelles finalement tourne aussi autour des mêmes 20 films et puis voilà, donc il y a toute une série de réalisateurs qui n'ont plus de lieu de diffusion. Donc ça c'est déjà la première chose, c'est leur donner un lieu de diffusion. Donc on présente des films de fiction, documentaires, films amateurs mais qui ont un certain caractère, un certain contenu aussi. On est ouvert envers les télés associatives qui mènent des travaux, un travail social ou d'information. On est ouvert aussi à d'autres réseaux. Cinéma, micro-édition, etc. Et ça c'est assez récent, le moment où ça s'est mis en place de manière plus structurée, je veux dire c'est assez récent. Sinon à la base, le Nova est aussi tenu par des bénévoles, donc toute l'équipe est bénévole. Et depuis un an, on a décidé de
poser un mi-temps pour ce qui est comptabilité, parce que voilà, une structure bénévole aussi, c'est pas viable à long terme, surtout que le Nova au départ c'était un cinéma d'urgence, qu'après un an l'équipe de base se disait on ne sait pas si le projet tiendra encore la route, et finalement maintenant ça fait 7 ans, donc on est passé d'un cinéma d'urgence à un cinéma qui tient la route, qui petit à petit aussi acquiert une reconnaissance internationale, qui a un vécu tout à fait à part et qui, voilà, malgré tout, continue à grossir au niveau des responsabilités, des tâches à assumer. Vous pourriez nous donner quelques thématiques de vos programmations? Donner un exemple de l'esprit. Donc, on a en ce moment un festival en plein air qui est organisé. Donc, le Plein Open Air qui, à la base, est un festival axé sur les problématiques urbaines, tout ce qu'elles entraînent au niveau social et relation avec l'architecture, avec l'urbanisme. C'est une programmation qui est plus large public au niveau des films, du contenu. Il y a aussi des concerts, des activités, des animations. Au cinéma, on a des programmations beaucoup plus ciblées. Donc ça peut être par exemple le cinéma italien. Ça peut être les films fantastiques, mais vus d'une certaine manière, donc sans coller au genre gore, etc. Plus voir le côté étrange de la chose. Donc, avec le Festival du film fantastique à Bruxelles, qui est assez reconnu, on a une collaboration et on met sur pied le 7e parallèle. À partir du moment où un projet est validé par l'équipe, qui veut y travailler se met dans l'équipe. Bon, maintenant, ça tourne tellement, je veux dire, au niveau rythme, l'équipe est tout le temps suscitée. On a l'impression de ne jamais arrêter quelque part pour l'équipe de programmation. Mais disons que ça s'alterne en fait. On repère très vite quand on connaît les gens. Ah, ça c'est la programmation menée par tel. Il y a plus de 2000 ans, les Amazones étaient des femmes libres et ne rencontraient les Gargares, ancêtres des Tchétchènes, qu'une fois l'an pour se reproduire.
Dick udачи. Опять, удачи больше, Les rencontres amoureuses avaient lieu dans l'obscurité de grottes. Les Amazones gardaient les filles de ces accords. Заложник, ты наш психиатр. Et elle donnait les garçons aux Gargars, les Tchétchènes, pour qu'ils en fassent des guerriers. Каравель, бил на каравель, султан, раньше? Нет. Никогда. Вот, снимай вот это. Каравель, бил на каравель, султан, раньше? Нет. Никогда. Вот, снимай вот. 2 ou 3 dénivellations qui sont bien marquées, là où il y a des genêts, c'est difficile de passer. Et bien là, c'était les anciennes fortifications. Il y avait donc comme des douves, quoi, avec des palissades. Et puis donc ça faisait un rempart facile à protéger. Et donc le village était derrière. Et ici, on n'est que sur un quasi-château fort. Hein. Le bateau qui arrive en bas, avant que les gens débarquent et montent ici, il faut un certain temps quand même. Hein. Et ils se sont fait quand même déloger parce que bon, les Romains étaient plus forts qu'eux. Hein. В Чечне всегда были сопротивления, потому что когда Россия завоевала вот эти страны, она всегда нарушала их обычаи и традиции. La baie de Douarnenez était très très riche en poissons et donc les Romains venaient ici et ils fabriquaient, je ne sais pas comment ça s'appelle en breton, mais ce qui est l'équivalent du gnocchmam pour les Vietnamiens. Quoi. Это Атлантический океан. Ça, c'est l'océan Atlantique. Атлантический океан, бывает. Nous, avant, on avait la mer. Et ensuite, la mer Caspienne et la mer Noire se sont séparées. Et le Caucase a surgi. Et maintenant, on a un lac dans les montagnes de la région de Vedeno Веденского района, это вообще гора на высоте есть озеро. qui s'appelle Casinay. Называется он Казиной Ам. On a un très 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 joli lac. Красивейшее. Tchétchénie, Tchétchénie, comme tu es loin. Nokci yuaqala weyne, nokci yuaqala jim xasqi ya ishtiya kiskiskintu ishtan shasi khabar di chawqa safit ulu naqti qantboru davala de la dayritas davala de la hudat so Somalia jimio Somalia ulu shi davala hudat so boshashi qamada yuaqala dek hodit dek khish يقولوا يقولوا السياحة نركب مع البحر بحاجنا وصدينا ما بدي بكاي في اللي طوالة دي رتايا يطاينا Это смешно. Что ли, она чуть-чуть. Для нас очень. Смешно? Очень. Des fois, on n'a pas la notion des actes qu'on peut faire. Alors, ça, c'est d'ordre psychanalytique. Hein. Et, bon, en revenant d'une manif, j'ai ramené une affiche qui me plaisait bien et je l'ai mise dans la chambre à Titou, qui est mon fils. Et c'était déjà une forme d'intoxication, quoi. Parce que le pauvre, il avait 6 ans et je lui ai mis une affiche militante dans sa chambre
Et à la suite de ça, il a fait un film racontant cette affiche. Ce photogramme, cette photo, est rentrée dans ma mémoire à 6 ans et a déclenché une passion pour l'image, en fait, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, si je fais du cinéma, c'est aussi grâce à cette photo, quoi. Probablement. Donc c'est ça qui est passionnant. Moi, je m'appelle Guy Buriot et puis je suis le héros malgré moi de la photo, hein, et qui a donné naissance au film que Christophe a fait. Alors moi c'est Philippe Antignac, je suis le fils de la personne qui est sur la photo aussi, mais du côté caché. On va dire le côté obscur peut-être de la photo qui est représenté, c'est-à-dire le CRS. On voit dans le film qu'il y a plein de gens qui bossaient avec toi, qui avaient de la famille qui se retrouvaient parmi les CRS aussi. On voit que la compagnie 13 était une compagnie du coin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvaient face à des connaissances? Tout le monde se retrouvait face à des connaissances comme ça à ce moment-là? Ah oui, certainement, oui, parce que la plupart de la CRS 13 de l'époque étaient des gens du cru, quoi. Et il y a sûrement eu d'autres situations comme ça, mais bon, ben là, moi j'ai craqué, et puis il y avait un photographe juste à côté qui a pris la photo, mais il y a sûrement eu d'autres cas comme celui-là. Le film que Christophe a fait me plaît beaucoup, c'est ça a permis de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire replacer la vraie histoire de la photo, déjà. Et puis, bon, d'en reparler maintenant, ça m'a permis de retrouver des personnes que j'ai connues dans le temps-là et que j'avais perdu de vue, et de reparler de la grève du juin français et tout, et ça m'a fait énormément plaisir, et de remettre ça au goût du jour, quoi. Justement, de jouer sur l'espace-temps, quoi. C'est-à-dire de naviguer dans des espaces-temps, comme c'est un événement qui s'est passé il y a 30 ans. J'avais aussi envie de filmer comme les gens filmaient il y a 30 ans, en Super 8, parce que beaucoup de films militants qui ont été faits à l'époque sur la grève du juin français ont été tournés en Super 8. Et c'était une façon un petit peu de leur rendre hommage aussi, et puis voilà, quoi, d'avoir une espèce de passerelle entre le présent et le passé, quoi. Et globalement, tu penses que la situation de se retrouver face à un CRS qui était celle de cette époque-là peut se retrouver actuellement ou pas? Écoute, je crois de moins en moins, quoi, hein. Je crois que justement les CRS et l'appareil d'État en a tenu un certain nombre de leçons, hein, dans l'histoire. Ils ne peuvent pas se permettre qu'effectivement un corps répressif doute. Et en l'occurrence, dans le cas de Saint-Brieuc, la CRS 13 a douté sur son intervention auprès des ouvriers du joint. Donc ça a causé beaucoup de dégâts dans les têtes, j'imagine, même si c'est une petite chose. Mais symboliquement, le cas de Jean Yvon est révélateur, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins un mec, un CRS, qui a dit non, je n'irai pas taper sur mon copain, et qui par la suite a démissionné de la CRS. Documentaire, je pense, enfin ça dépend quel type de documentaire, mais c'est vrai qu'une petite équipe permet de s'installer plus facilement dans des dispositifs de cinéma direct, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas, on peut tourner assez rapidement, bon ça permet une grande liberté, c'est certain. Bon après ça a d'autres inconvénients, mais bon nous on a fait ce choix-là parce qu'on était aussi un peu contraints pour des raisons économiques, mais au final on est content du résultat. Retrouver face à une petite équipe, est-ce que ça permet d'oublier la caméra justement qui est là de manière quasi permanente? Oui, c'est vrai qu'au début, quand Christophe a posé sa caméra sur moi, alors là j'étais incapable de dire quoi que ce soit et de faire un mouvement. Et le travail qu'il a fait, le travail d'approche qu'il a fait avec moi, m'a permis justement d'oublier la caméra là, et ça passait quand même assez bien, quoi. C'est vrai que
la grève du juin a été exemplaire dans sa forme. C'est-à-dire que c'était une des premières grèves où de nouveau on retrouvait l'auto-organisation de la lutte, quoi. Donc en ça a été primordial dans le début des années 70. Le message, c'est de dire, regardez, les ouvriers, il y a 30 ans, ils n'hésitaient pas, effectivement, à séquestrer les patrons et à occuper les usines. Quand on dit qu'une occupation ou alors retenir les patrons, c'est violent, je ne trouve pas, parce que déjà, le patronat par rapport à ses salariés sont déjà c'est pas une violence physique, mais c'est une violence quand même qu'ils exercent sur eux, parce que moi j'estime qu'un ouvrier est mal payé et que quand l'ouvrier pose des revendications, c'est qu'elles sont justes, et c'est pour pouvoir manger et vivre décemment. Et quand on voit les profits des patrons et les ouvriers qui ont du mal à joindre les deux bouts, je trouve que c'est une forme de violence de leur part de ne pas accéder, peut-être pas à 100% à leurs revendications, mais quand même de les accepter quand même jusqu'à un certain échelon. Aujourd'hui, effectivement, la société a énormément évolué, et pour séquestrer un patron, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il est à New York, il est dans un conseil d'administration, et puis il y a des subalternes qui sont là pour faire son boulot. Mais c'est de dire, comptez que sur vous-même, quoi, grosso modo. Si vous avez besoin de vous battre, il faut compter que sur soi-même, quoi. Et puis partager et dire que le monde est complexe aussi, quoi. Et quelque part, par rapport aux forces de l'ordre, ça peut être dire, il faut les faire plier sur leur mental, quoi. Il faut aussi les faire fléchir, quoi. C'est-à-dire, un mouvement social gagnera aussi à condition que la répression faiblit en face, quoi. Pour moi, Saint-Brieuc, c'est un cas de figure, et il doit en avoir d'autres aussi. À la fin des années 70, du côté de Longwy aussi, quoi, quand les sidérurgistes étaient en grève et étaient vraiment très très forts, les forces de l'ordre en face flippaient leur race. Et donc là, à partir de là, leur mental commence à faillir, et on peut gagner, justement. Chanson d'amour, Jean-Marie et Nicolas. 3, 4. À la trompette, Michel Denis. Histoire d'amour qui avait bien commencé à l'automne premier tour où on s'est fait niquer. Un vieux dictateur, un sous-fifre aux abois, vas-y paye ton horreur avec ce choix-là. Et sous l'œil bienveillant de l'ancien combattant, et Nicolas fièrement nous la mettait méchant. Leur père à poil à Brécançon, la bite à l'air sur son balcon, contempler les deux playboys, le cœur gros, la pensée molle. Des histoires comme ça, je te jure qu'on s'en passerait, car Jean-Marie et Nicolas, c'est la peste et le choléra. Allez, des histoires comme ça, je te jure qu'on s'en passerait, car Jean-Marie et Nicolas, c'est la peste et le choléra. L'une brune, l'autre même combat.